Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette conférence. Je suis Simon Levaillant, je suis chargé d'affaires donc sur Oya Solutions. On va vous présenter donc la conférence suivante sur, on va parler de la destruction de marchandises et de la responsabilité sociétale. Est-ce compatible ou non? Moi, je vais commencer par introduire le sujet pour, de manière générale, donner quelques notions sur la thématique. Donc, je vais commencer par un chiffre, 310 millions. Ce chiffre-là, en 2018, représente le tonnage de déchets générés. Donc 310 millions, c'est un chiffre en 2020 qui est en légère diminution par rapport à 2018. Faut savoir que la France est un des principaux émetteurs de déchets en Europe. On est le numéro 2 derrière l'Allemagne. Et si on rapporte au nombre d'habitants, donc le tonnage par nombre d'habitants, là on est 6e. On est derrière des pays scandinaves comme la Finlande ou d'autres. Donc ça redistribue un peu les cartes là-dessus. Le traitement des déchets en termes de poids CO2, c'est quand même un petit peu moins de 5%. Donc l'équivalent du numérique par exemple. Donc il y a quand même un poids qui est important. Donc c'est un poids qui a optimisé pour la suite. Et il y a aussi un impact sur les sols avec le traitement des déchets. Donc pour point suivant sur la RSE, donc on connaît la RSE, de quoi il en retient. Donc on a les 3 piliers, l'eau sociale, l'écologique et l'économique. Selon Ecovadis, on est bien situé en termes d'RSE dans les entreprises. Derrière les pays scandinaves également, donc ça va être sur des sujets au niveau économique comme le télétravail et la formation continue des salariés. Au niveau social, on a également la partie sur l'adoption, l'optimisation des espaces de travail sur la partie sociale. Et pour le dernier pilier qui nous intéresse principalement au niveau écologique, on va par exemple retrouver le bilan des émissions de la gestion sur les émissions des gaz à effet de serre et le bilan carbone. Bilan carbone dont on va parler dans la suite. Ça va être Louis qui va parler de cette partie-là sur notre bilan carbone, les émissions évitées. Donc ça, on va en parler un petit peu après. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc ça, c'est pour la responsabilité sociale et environnementale. DAE, c'est pour la partie déchets. Donc sur les déchets, il y a beaucoup de terminologie possible. On va passer par les déchets industriels, donc l'ancien nom des déchets d'activité économique. On a les déchets organiques que nous, sur l'activité, on côtoie beaucoup et il y en a plein d'autres. On va les évoquer les uns et les autres durant cette conférence. Un élément important pour introduire cette thématique sur la destruction et la responsabilité sociétale, ce sont les 2 lois principales qui donnent des objectifs sur la neutralité carbone, mais aussi la fin des emballages plastiques à usage unique. Et là-dessus, ça nous amène à d'autres chiffres. On a le chiffre donc, sur les déchets en 2020. Donc j'en ai parlé un tout petit peu avant. On est en légère réduction entre 2018 et 2020 sur les déchets. Réduction sur tout ce qui est déchets industriels, la construction, le bois. Par contre, il y a une variable qui, elle, augmente. Il y a un secteur où on continue à augmenter sur l'émission de déchets, sur la génération de déchets. Ça va être les déchets des ménages. Donc ça, c'est le seul poste sur tous les déchets en globalité qui continue d'augmenter. Et sur les postes vraiment économiques, on a une diminution, ce qui est intéressant. Et on a vu Gabriel Attal a communiqué sur les chiffres d'émissions de CO2 qui étaient en recul de 5% par rapport à l'année dernière. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens. Donc ça c'est une bonne chose et c'est positif. Par contre, un élément moins positif, on a parlé de loi, on a parlé du plastique. Sur le plastique, la France est vraiment un mauvais élève parmi les pays européens. Nous, sur le recyclage des plastiques, on est à 20%. Les Allemands, eux, sont à près de 60%.
Je crois que c'est 61 ou 62, alors que c'est 63% pour l'Allemagne en 2018. L'Italie, c'est 58% et l'Espagne, c'est 50%. Donc nous, on est à 28%. Donc on a un gap sur le recyclage de plastique. Et il y a d'ailleurs d'autres stands qui parlent de cette thématique si ça vous intéresse. Donc ça, c'est d'autres données sur comment positionner la France sur cette thématique des déchets. Autre élément, j'ai deux derniers éléments alors, avant d'aller davantage dans le sujet. Vous connaissez peut-être la hiérarchisation des modes de traitement. Donc je vais partir du pire pour aller au meilleur. L'élimination, donc là on va parler... Oui, oui bien sûr, oui, pas de problème. Alors, pour donc cette hiérarchisation, donc je vais partir du pire, donc l'élimination. Donc l'élimination, on va parler d'incinération sans récupération d'énergie, mais aussi on va parler d'enfouissement. En remontant donc la valorisation énergétique, là on va parler d'incinération, mais une incinération un peu différente, on va parler d'UVE. C'est les unités de valorisation énergétique qui, elles, vont avoir une récupération d'énergie, vont générer de l'énergie ou il va y avoir une production énergétique via le procédé, donc méthanisation ou incinération. La valorisation matière, la régénération et le recyclage, là on reste dans le déchet. On va changer la forme originelle du déchet pour en créer notamment par exemple une matière première nouvelle qui va pouvoir générer par exemple du mobilier. Ça peut être avoir des coquilles de moule, les passer dans un process de recyclage pour générer du mobilier urbain, des plaques à découper ou des choses comme ça qui vont être revendues par la suite par l'entreprise par exemple en question. Et dernier point sur cette hiérarchisation, c'est la réutilisation. Là, on sort, ce sont des éléments qui étaient autrefois déchets, mais qui repassent sur de la marchandise, un produit. Donc ça, c'est à dissocier par rapport au reste, avec un process qui est minime. Par exemple, ça peut être des fenêtres qui vont être transformées en table basse. Donc on garde quand même la structure originelle, il y a peu de modifications par rapport à ce que c'était au préalable. Et une autre notion dont on peut parler, c'est le réemploi. Donc là, ça serait, on aurait une partie en plus avant réutilisation. Là, le réemploi, on maintient l'élément comme du produit. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Donc là, on retrouve les différents exutoires qui correspondent à cette hiérarchisation des traitements. Donc je vais laisser Séverine passer à la prochaine partie. Merci Simon pour cette présentation. Effectivement, Simon vous a présenté les catégories de déchets. Et en général, la destruction de biens n'est pas considérée effectivement comme compatible avec les principes de la RSE. Car elle va impliquer des dommages environnementaux, des dommages sociaux et des dommages économiques, et qui sont perçus bien sûr comme contraires à des pratiques durables. Donc à la question destruction et RSE, est-ce compatible? Ma réponse est non. Du point de vue environnemental, effectivement, bien qu'une entreprise puisse avoir des raisons qui sont tout à fait légitimes de détruire des marchandises, comme des préoccupations sanitaires, de sécurité, des rappels de produits. Cette pratique, elle est considérée comme du gaspillage de ressources naturelles et également une atteinte à l'environnement, puisqu'elle va générer elle-même des déchets. Donc la destruction de biens, elle engendre de manière intrinsèque un gaspillage important de ressources naturelles, comme des matières premières, l'énergie qui a été nécessaire pour les produire et, et de l'eau. Donc la simple destruction fait qu'on a une destruction, un gaspillage de ces ressources qui sont précieuses. Sans parler du process lui-même de destruction, qui effectivement nécessite de l'énergie. Donc c'est une double peine.
Je vais prendre l'exemple de l'industrie textile, hein, où des tonnes de vêtements invendus sont détruits chaque année. Hein. Alors, elles ont nécessité, hein, pour produire cette industrie textile, hein, de l'eau, par exemple. Sur la production d'un t-shirt, avez-vous une idée du nombre de litres d'eau qui sont nécessaires pour produire un simple t-shirt ? 2700 litres d'eau pour un t-shirt. Donc c'est vous dire effectivement comment ça peut être considéré comme du gaspillage. Et de plus, cette destruction, ce process de destruction génère lui-même aussi des déchets. Donc qui sont souvent non recyclables ou difficilement recyclables. Et ces déchets, bien sûr, contribuent à la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Je vais reprendre un exemple. Les produits électroniques, tels qu'un ordinateur, un téléphone portable. Lorsqu'ils sont détruits, ils génèrent des substances toxiques, des métaux lourds. Ils ont la présence de métaux lourds, ils ont la présence de plomb, de cadmium, et donc qui peuvent contaminer effectivement l'environnement. Et en plus, ces déchets électroniques contiennent des composants plastiques. Et comme l'a évoqué Simon, effectivement, ces composants plastiques sont difficilement recyclables. Qu'est-ce que j'ai fait, Simon ? Voilà. Là, je vais faire un petit zoom sur l'impact environnemental, hein, qui est lié à l'incinération et également à l'enfouissement des biens. L'incinération, donc le process est décrit de l'incinération, hein, dégage effectivement des fumées. Dans ces fumées, on va trouver la présence de gaz à effet de serre. Donc pour une tonne de déchets qui sont incinérés, donc des déchets qui sont en mélange, hein, puisqu'ils sont attrapés par le grappin, qui sont mélangés, ça va générer 500 kg de CO2. Donc ça, c'est du dioxyde de carbone. C'est le troisième gaz le plus polluant et le plus à effet de serre. 60 kg de monoxyde de carbone, 30 kg d'hydroxyde d'azote et des COV, des composés organiques volatiles. Alors, une idée sur l'incinération et ses émissions de gaz à effet de serre. Effectivement, l'incinération, donc là, on a dit de 1 tonne de déchets en mélange. Avez-vous une idée du nombre de CO2 en kilos qui sont générés par le fait d'incinérer 1 tonne de matière plastique ? 2 tonnes 915, 2915 kilos de CO2 selon l'ADEME, qui sont générés effectivement par le fait d'incinérer de la matière plastique. Donc de même, on a effectivement l'enfouissement dans des ISDND, des installations de stockage de déchets non dangereux, hein, qui sont les nouvelles appellations des décharges et des déchetteries, hein, et de l'enfouissement. Hein. Donc de même, on va trouver effectivement dans l'enfouissement des matières organiques qui vont continuer à se décomposer de manière anaérobie et qui vont dégager effectivement du méthane, qui est beaucoup plus puissant que le dioxyde de carbone que nous avons vu. Donc c'est pour ça qu'on vous a demandé effectivement, avec la loi de 2024, de sortir les déchets organiques et fermentescibles de vos poubelles, hein, sachant que selon Sur le front, alors je ne sais pas si vous connaissez Hugo Clément, hein, sur un documentaire qu'il a diffusé récemment, hein, sur l'enfouissement, 20% de ce que nous émettons encore en termes de déchets sont enfouis effectivement dans ces structures qu'on appelle les ISDND. Alors, j'ai aussi un autre chiffre, hein, qui paraît intéressant de vous partager.
Une tonne de matière enfouie va générer 407 kg d'équivalent de CO2. Si c'était parti en compostage, on aurait 110 kg de matière qui aurait 110 kg de CO2 qui aurait été généré par le biais du compostage. Alors là, c'est un petit zoom sur la pollution des sols et des eaux souterraines. Donc on a des substances toxiques qui sont présentes effectivement dans les biens, tels que des métaux lourds. Alors des métaux lourds comme le plomb, le mercure, le cadmium, mais également des substances toxiques. Et ces substances toxiques, on va les retrouver effectivement dans les enfouissements et ça va pouvoir percoler et traverser la bâche des ISDND et aller polluer le sol et les eaux souterraines. Alors selon une étude de l'OMS, on estime que 80% des eaux souterraines dans les zones urbaines en développement sont contaminées effectivement par des substances toxiques qui proviennent des décharges et des autres sources de pollution. Alors toujours en réponse à non, sur le deuxième pilier qui est l'implication sociale et éthique, la destruction effectivement n'est pas compatible puisqu'elle impacte lourdement les populations qui peuvent être défavorisées et en créant un gaspillage choquant de biens qui sont certes imparfaits, mais avec parfois une imperfection moindre, et pour des populations qui n'ont pas forcément accès effectivement à des biens de première nécessité. Donc c'est un gaspillage qui est choquant. Et de plus, tout ce qui est généré par la destruction, donc l'incinération et l'enfouissement, provoque des risques pour la santé publique. Puisque tous ces métaux lourds, toutes ces substances toxiques qui sont générées vont endommager la santé des populations qui sont exposées en contaminant effectivement les sols, les eaux et l'air. Et donc, des problèmes de santé graves, comme des maladies gastro-intestinales, mais également neurologiques et des troubles effectivement au niveau respiratoire et cardiovasculaire. Et le troisième impact qui n'est pas négligeable, c'est effectivement l'impact et les conséquences économiques que ça a pour les entreprises. En détruisant des biens, donc on a vu, ils détruisaient déjà des ressources qui avaient été utilisées pour produire ces fameux biens. Mais en plus, ils perdent effectivement la valeur de ce qui aurait pu être obtenu s'ils avaient pu vendre les biens sur le marché classique. Donc ça réduit effectivement au niveau de l'économie à l'échelle d'une entreprise, ça réduit la rentabilité et ça compromet leur viabilité à long terme. On peut évoquer les coûts médicaux et sociaux qu'on a vus précédemment dans la précédente diapo. Et enfin, il y a des coûts économiques à long terme qui sont des conséquences effectivement de l'incinération et de l'enfouissement, puisque les gouvernements, les collectivités doivent construire et entretenir des installations, les installations, les incinérateurs et également les ISDND, et décontaminer ces sites. Il faut savoir qu'un site qui est exploité en enfouissement pendant 15 ans, il doit continuer d'être financé pendant plus de 20 ans, puisqu'il doit encore décontaminer toutes les substances qui ont pu être stockées dans ces grandes cellules que l'on trouve dans les cellules d'enfouissement. Donc en conclusion, pour ma partie, la réponse bien sûr est non. La destruction de biens a un impact environnemental, un impact social, un impact économique qui compromet la durabilité à long terme des entreprises et la société dans son ensemble. J'espère qu'il y a un espoir et je vais céder la parole à mon collègue à Louis qui va peut-être pouvoir dire que dans la destruction, il y a de la compatibilité avec la responsabilité sociétale.
Alors oui, en effet, mon propos, je vais l'orienter plutôt dans le sens où oui, la RSE peut être tout à fait compatible, enfin du moins la destruction de biens peut être tout à fait compatible avec la RSE. Et pour appuyer ce propos, je vais m'appuyer sur trois thématiques. La sécurité, la propriété intellectuelle et la protection de valeurs de marque, et ensuite l'impact environnemental via notamment la notion de bilan carbone. Alors pour commencer, la partie sécurité, donc la destruction de certaines typologies de biens peut être compatible avec la sécurité, puisque la sécurité fait partie de la notion de RSE, puisque la destruction de biens peut être envisagée pour protéger les consommateurs suite à n'importe quelle thématique sur le problème sur le bien. Ici, pour illustrer ce propos, je prends deux exemples que nous avons eus chez Oya Solutions. On a dû proposer une solution de destruction de plus de 60 tonnes de patates douces pour des raisons de sécurité. En fait, elles étaient stockées dans des conteneurs pour la partie transport. Et puis, il y a eu une invasion de larves d'insectes et puis d'insectes sur plus de 10 cm sur la surface du conteneur. Donc, toutes les patates douces en soi étaient contaminées. Et en plus, les larves d'insectes et puis les insectes étaient considérés comme des espèces nuisibles. Donc, pour des raisons de sécurité, nous avons dû proposer une solution de destruction. Donc là, on a dû s'orienter sur de l'incinération et sous contrôle d'autorités étatiques. Deuxième exemple pour illustrer ce propos, nous avons dû également proposer une solution de valorisation de plus de 60 tonnes d'huile alimentaire usagée, donc qui représente plus de 65 000 litres, puisque il y avait un problème de conformité dans l'huile. La répartition entre la partie eau et la partie huile n'était pas du tout respectée, et donc il y avait à la fois des problèmes de conformité et de potentiels risques de sécurité pour les consommateurs qui allaient consommer ces huiles par la suite. Donc pour des raisons de sécurité et de conformité, il peut être évidemment important que la structure détruise et valorise la matière, mais il faut qu'elle le fasse de manière transparente, qu'elle communique sur les raisons de cette destruction. Deuxième élément pour lequel la RSE peut être compatible avec la destruction de biens, ça va être la partie propriété intellectuelle et protection de l'image de marque de l'entreprise. Si des biens doivent être détruits puisqu'il y a des répliques ou puisque les produits ne sont pas conformes aux exigences légales et réglementaires ou conformes aux exigences des consommateurs, on peut considérer que c'est compatible avec les RSE puisque cela fait partie de la dimension RSE. Également, pour détruire de la marchandise pour protéger l'image, la valeur de marque de l'entreprise, sa notoriété peut être considérée comme compatible avec la RSE. Ici, encore une fois, pour illustrer ce propos, je vais prendre un exemple qui nous est arrivé dans le cadre de notre entreprise. On a dû proposer une solution de valorisation pour des bocaux de haricots, donc des bocaux en verre dans lesquels il y avait des haricots, et plus le couvercle en métal pour fermer les bocaux. Il y avait eu un accident durant le transport de cette marchandise entre le lieu de stockage et le lieu de distribution, le lieu de vente. Le camion s'est renversé. Une partie des palettes, une partie des bocaux ont été détruits. Et l'autre partie, le propriétaire de la marchandise avait un doute sur le fait qu'il y ait des micro-fissures ou non présents sur les bocaux. Et donc le propriétaire a préféré détruire l'intégralité de la marchandise pour des raisons de sécurité, au cas où qu'il y ait certaines bactéries qui soient présentes du coup via les micro-fissures qui étaient présentes sur les bocaux, mais aussi pour des raisons de propriété intellectuelle et de protection d'image de marque, puisqu'en fait il s'agissait ici d'une marque discount, et donc s'il y avait eu des problématiques par la suite de contamination, des problématiques dues aux haricots, l'image de marque on aurait subi les conséquences. Et donc là, il était plus intéressant pour cette dernière de procéder à la destruction de marchandises, à la fois pour la sécurité, mais aussi pour son image. Et puis, troisième point pour lequel la RSE peut être compatible avec la destruction des biens,
ça va être l'impact environnemental. Ici, je vais prendre, durant tout mon propos, je vais prendre l'exemple de notre structure pour montrer que si on prend en considération l'aspect environnemental, l'aspect impact carbone de la destruction des biens en essayant de minimiser au maximum les impacts environnementaux, et bien évidemment, ça va dans le sens de la RSE. Donc pour appuyer ce propos, je vais prendre l'exemple de notre bilan carbone qu'on a réalisé en 2023. Bilan carbone, est-ce que tu peux passer la slide? Merci. Bilan carbone qui s'élève à plus de 60 tonnes d'équivalent CO2. Donc ça représente 60 000 kilos, ce qui représente l'impact carbone moyen de 5,5 Français. Donc ces 61 tonnes précisément sont réparties principalement donc sur la partie bleue qui concerne la gestion des marchandises et des déchets, donc c'est la filière de traitement, la filière de valorisation de ces déchets-là. Pour un tiers sur la partie mobilité, donc c'est les transports de marchandises entre le lieu de stockage de cette dernière et le lieu de valorisation. Et puis après on a une toute faible partie qui représente à peine 5% du total des émissions. Ça va être du coup tout ce qui va être consommation énergétique, l'impact de nos bâtiments, l'impact du numérique, l'impact de notre communication. Ce qui peut être intéressant de souligner, c'est qu'on a émis dans le cadre de notre activité en 2023 61 tonnes d'équivalent CO2, mais via notre activité, donc la valorisation de marchandises, de déchets, nous avons permis d'éviter quasiment 310 tonnes d'équivalent CO2, ce qui représente un peu plus de 5 fois du coup les émissions générées. Les émissions évitées sont 5 fois plus grandes que les émissions générées. Et pour donner... Pour que ça puisse vous parler, ces 309 tonnes représentent à peu près 1 600 000 km effectués en voiture thermique. Donc ce qui représente près de 40 fois le tour de la Terre, si on considère que le diamètre de la Terre est de 40 000 km. Donc ce qui est tout à fait monstrueux, enfin ce qui n'est pas négligeable du moins. Et donc cet impact, ce bilan carbone nous a permis de mettre en avant nos impacts environnementaux, pour mettre en place un plan d'action pour réduire les émissions carbone et donc suivre du coup une trajectoire de réduction, de décarbonation de nos émissions de CO2. Donc là, l'objectif est de s'aligner sur les objectifs nationaux concernant la filière de valorisation des déchets et d'aller jusqu'en 2050 à moins 60% d'émissions carbone avec des étapes intermédiaires, notamment du coup en 2030 et en 2040. En 2030, on vise moins 37% d'émissions carbone. Et donc pour viser ça, on a mis en place tout un tas d'actions à mettre en place du coup en 2024, dont 4 que je vais évoquer aujourd'hui. La première, ça va être de viser une valorisation le plus proche possible du lieu de stockage, c'est-à-dire réduire, donc c'est l'action 2, réduire le kilométrage moyen réalisé entre le lieu de stockage de la marchandise et le lieu de traitement. À l'heure actuelle, on est à 240 et quelques kilomètres en moyenne sur nos déplacements du coup, de marchandises. L'idée, c'est de réduire d'au moins 15% et de descendre en dessous des 200 km, de la barre des 200 km. Donc ça, c'est pour le kilométrage moyen réalisé. On a également un kilométrage à vide qui est réalisé. Donc c'est le kilométrage qui est effectué entre le lieu où est implantée la flotte de véhicules et le lieu où on va collecter la marchandise. Donc c'est là où le véhicule circule à vide. Et là, on est en moyenne à peu près 130 km. L'idée, c'est de réduire également de moins 15% en un an. Deuxième action, donc ça va être la première, ça va être systématiquement, dorénavant, lorsqu'on propose une prestation de transport de déchets entre le lieu de stockage et le lieu de valorisation, de faire appel, de demander à nos transporteurs à ce que soient utilisés des véhicules moins polluants, donc notamment des véhicules électriques, des véhicules roulant en biogaz, des véhicules roulant à l'éthanol ou à l'éosan, donc qui ont un impact carbone beaucoup plus intéressant que les véhicules thermiques classiques qui roulent au diesel ou à l'essence. Ensuite, troisième action qu'on met en place, ça va être
le développement de procédés de valorisation environnementalement intéressants. En fait, en fonction de chaque typologie de matière, que ce soit les déchets alimentaires, le carton, le papier, l'huile alimentaire, etc., il y a différentes solutions de valorisation. Donc là, par exemple, si on prend les déchets alimentaires, soit ça part en enfouissement, soit en incinération, soit en compostage, soit en méthanisation, soit en recyclage. Et ces différentes filières de valorisation ont des impacts carbone différents, donc via notamment les émissions qui sont générées via le traitement et les émissions qui sont évitées via ce traitement. Et donc après, on a le solde qui est tout à droite. Et on voit que d'un point de vue carbone, bien évidemment, la méthanisation, l'incinération sont tout à fait intéressants concernant les déchets alimentaires. En revanche, l'enfouissement et le compostage le sont moins, puisque les impacts environnementaux générés sont plus importants que les impacts environnementaux évités. Donc là, ce tableau, il se concentre uniquement sur la partie carbone. Évidemment, il faut voir le champ un peu plus large. Il faut prendre aussi en considération les pollutions autres que carbone, donc les pollutions des sols, les pollutions de l'air, l'impact sur la biodiversité, etc. Et donc quand on prend tout ça en considération, eh bien, ce n'est plus l'incinération qui est le procédé le plus intéressant pour les déchets alimentaires, mais la méthanisation. Donc nous, systématiquement, lorsqu'on doit valoriser de la marchandise, des déchets, on sélectionne la modalité de traitement la plus intéressante d'un point de vue environnemental au global. Et ensuite, dernière action, l'action 4, ça va être le développement de sauvetage de marchandises les plus intéressants d'un point de vue carbone. D'un point de vue carbone, il y a 3 typologies de déchets qui sont très intéressants à valoriser. Ce sont les métaux de manière générale, l'huile alimentaire usagée et puis les déchets plastiques. Quand on prend les émissions générées, évitées et puis le solde, on voit qu'il y a un intérêt énorme du coup à valoriser, à proposer le traitement du coup de ces typologies de marchandises. Sur les déchets métaux, pour 1 tonne de déchets valorisés, on a environ 2000 kg de CO2 qui sont évités. Pour les déchets alimentaires, pour l'huile alimentaire usagée, pour 1 tonne, on est à 3400 en solde d'émissions positifs, enfin évités. Pour les déchets plastiques, on est à 1665. Donc ces 3 typologies de déchets-là sont extrêmement intéressants à valoriser. Les autres le sont également, ce qui concerne le plastique, le papier, le carton, les déchets alimentaires, c'est évidemment très intéressant de les valoriser, mais moins que ces typologies de marchandises-là, qui ont un solde d'émissions évitées assez important. Et donc là, pour appuyer ce propos-là, je peux évoquer une prestation qu'on a réalisée en 2023 où on a valorisé un peu plus de 7000 tonnes de déchets plastiques. Donc ça concernait des gobelets et puis les couvercles des gobelets. Et donc ces 7 tonnes de déchets plastiques-là nous ont permis d'éviter quasiment 12 000 kilos d'équivalent CO2. Donc c'est une prestation tout à fait intéressante d'un point de vue carbone, d'un point de vue valorisation. Donc tout ça pour dire que la compatibilité entre la destruction et la RSE est tout à fait possible, mais si on prend en considération la dimension environnementale, si on met des actions en place pour réduire au maximum les impacts environnementaux et qu'on met des actions en place pour maximiser le bénéfice environnemental par prestation réalisée. Donc en conclusion, la compatibilité entre la destruction des biens et les RSE est tout à fait possible. Elle dépend à la fois des circonstances qui sont à l'origine de la destruction des biens. Évidemment, il ne s'agit pas de créer d'envoyer des déchets alimentaires en méthanisation pour le plaisir de faire du biogaz, de mettre des déchets en incinération pour le plaisir de créer de l'électricité. Si c'est le cas, évidemment, ça n'a pas du tout de lien avec les RSE et c'est pas du tout compatible. Mais en revanche, il y a des motivations réelles qui sont à l'origine de la destruction de ces biens, c'est tout à fait compatible. On a évoqué la raison de sécurité, de conformité, les exigences légales et réglementaires. Donc si ça c'est pris en considération, évidemment, si la destruction est à l'origine de ces éléments-là, évidemment, c'est compatible avec les RSE. Et donc s'il y a destruction, il faut que l'entreprise qui soit en charge de la destruction de ces marchandises-là prenne à la fois en considération les impacts environnementaux pour les minimiser et puis les impacts sociaux
également pour minimiser les impacts négatifs, mais surtout avoir des impacts sociaux négatifs. Donc la compatibilité dépend un peu de tout ça. Mais nous, chez Oya Solutions, évidemment, pour chaque prestation, on prend tous ces éléments-là en considération pour avoir un impact positif au maximum et éviter au maximum les impacts négatifs. Je vous remercie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. À la fois sur la partie de Simon, de Séverine ou moi. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. C'était clair quand même. J'aimerais revenir un peu sur la propriété intellectuelle en fait, parce que quand vous disiez votre exemple que vous avez pris en fait, quand on transportait en fait la marchandise depuis le poste vers l'endroit où on va valoriser en fait, en cours de route en fait, il y a eu un incident et puis voilà, ça s'est comment dirais-je, il y a eu destruction et puis vous avez abandonné. Mais cela en fait, quand on compare les risques en fait, on peut dire en fait quand même qu'il y a des pertes quand même que l'entreprise a fait par rapport à ça. Il a choisi en fait de garder en fait son identité par rapport à l'argent. Jusqu'à quel point en fait voilà, on peut trouver ça comme intéressant et puis voilà, adopter une telle pratique quoi. C'est ça en fait ma question. Ouais, tout à fait, vous avez raison de souligner ce point-là. Là, l'entreprise en question a souhaité valoriser, détruire cette marchandise principalement pour des raisons de sécurité, puisqu'il y avait potentiellement des micro-fissures et donc forcément un potentiel danger pour les consommateurs. Donc ça a été la raison première. Et la deuxième raison, effectivement, c'est l'image de marque. S'il y avait une problématique derrière tout ça, c'est l'image de la structure qui en aurait subit les conséquences. Donc c'est à la fois effectivement l'image, il ne faut pas que ça soit uniquement ça, évidemment, sinon c'est pas forcément compatible avec les RSE, mais là il y avait la dimension sécurité et protection des consommateurs qui allait avec, et donc ce mix des deux fait que d'un point de vue RSE, c'était pertinent pour la structure de procéder plutôt à la destruction plutôt que de vendre ses biens comme si de rien n'était. Et elle a souhaité du coup travailler avec nous justement pour réduire au maximum l'impact environnemental de la valorisation de cette matière-là. Il faut savoir que les bocaux, nous, il y avait 3 matières, il y avait le métal, le verre et puis l'air éco. Et puis la demande du client, c'était de valoriser du coup ces différentes filières. Donc le verre est parti en recyclage, le métal également, et puis les déchets alimentaires en méthanisation. Donc nous, on a proposé une solution pour que le client, même si c'est une destruction évidemment qui peut poser question, réduise au maximum l'impact environnemental qui est associé à cette destruction-là. Imaginez en fait que chaque trajet en fait comporte des risques et que voilà, tout est détruit. À ce jour, à votre niveau, est-ce que vous ne pensez pas en fait développer certaines comment dirais-je, moyens de transport en fait pour voilà, limiter un peu voilà, ce genre de trucs là? Parce que voilà quoi, si à chaque instant il y a destruction, ça veut dire que voilà, c'est pas bien pour vous aussi et aussi pour l'entreprise. Est-ce que vous réfléchissez déjà voilà, dans le futur à certains types de transport voilà, pour en fait minimiser certains risques en fait? Oui, vous avez raison de souligner ce point-là. C'est une question quelque part de sobriété au final, de réduire les importations, enfin de produire le produit au local, au plus proche du consommateur et donc de réduire le transport. Nous, on est tout à fait dans cette optique-là de sobriété et de réduction des impacts. Donc là, malheureusement, c'était pas nous. Nous, on fait que valoriser du coup cette matière-là. Après, évidemment, l'entreprise doit proposer des choses pour réduire ces impacts-là. Et c'est à elle de mettre tout en place pour réduire au maximum les risques du coup d'accidents ou autres qui sont associés au transport. C'est au propriétaire de la marchandise de minimiser ces risques. Nous, on intervient, on est un intermédiaire, effectivement, qui intervenons, mais une fois que le litige a été fait, la marchandise est déjà sinistrée. Et donc, cette réflexion, elle doit être portée par le producteur, par celui qui, effectivement, transporte aussi les bocaux. C'est lui qui aurait dû dire bon je choisis un transport sous cette forme-là, voilà. Après, ça reste des aléas de transport avec des risques effectivement à prendre en compte. Là, je monopolise la parole, mais c'est pas grave.
quand vous avez parlé en fait, de 2700 litres en fait, pour produire en fait, un t-shirt là, et en ce moment, on pourrait se dire en fait que voilà, cette quantité en fait, fait en sorte que la RSE et la destruction n'est pas compatible. Donc, est-ce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un seuil en fait, de capacité qu'on peut atteindre pour dire en fait que voilà, avec telle quantité, la RSE et la destruction est compatible? Par exemple, si je passe de 2700 à 2000 aujourd'hui, ou bien 1500, est-ce que je peux dire en fait que voilà, la production de mes t-shirts, voilà, en ce moment, elle est compatible à la RSE ou pas? Est-ce qu'il y a des données en fait aujourd'hui, voilà, qui illustrent voilà, un tel seuil pour dire en fait que voilà, on est dans la plage, etc., quoi. Alors cet exemple il illustrait effectivement et pour sensibiliser sur la production d'un t-shirt nécessite 2700 litres d'eau. Il n'y a pas de seuil minima. Je suis partie sur une moyenne qui est donnée, je crois, par l'ADEME. Voilà, de la quantité d'eau qui est nécessaire pour produire un t-shirt, qui soit en coton, en fibre synthétique ou autre. On en revient, je dirais, à la même problématique que votre question précédente, c'est-à-dire que c'est de la responsabilité du producteur du bien de se dire, est-ce que j'ai besoin de tant d'eau pour produire un simple t-shirt? Voilà, c'était pour illustrer que l'industrie textile qui détruit des invendus ou des t-shirts qui ont des petites imperfections, ça paraît délirant de détruire, sachant qu'ils ont nécessité effectivement 2700 litres d'eau par t-shirt pour être produit. Non, j'avais une question peut-être sur la partie environnementale, le bilan carbone en fait, si vous pouvez revenir sur le bilan carbone. Ah ouais, ah ouais. Oh, ah ouais, donc à ce jour, en fait, vous êtes là en tant qu'entreprise de prestation, en fait, vous accompagnez les entreprises dans leur procédé de valorisation des déchets, c'est bien ça? Et est-ce que ça veut dire que c'est vous qui, vous ne mettez pas les moyens de transport, en fait, aux dispositions des producteurs? En fait, quand je vois le chiffre les actions à mener, à prendre en compte, en fait, à venir pour diminuer, je vois la voiture électrique, en fait, qui est là-bas. Est-ce que c'est à vous de mettre, en fait, ces dispositions ou bien c'est toujours la responsabilité? C'est à vous. Oui, en effet, nous, Oya Solutions, on est un intermédiaire entre la structure qui souhaite valoriser de la marchandise ou du déchet et la filière de traitement en fait, de cette marchandise-là. Et donc, on n'a pas de moyens de transport en propre. Nous, on passe par des entreprises partenaires et donc qui sont implantées partout en France. Et en fonction de là où on a une marchandise à valoriser, on fait appel au partenaire le plus proche. Et donc, l'idée, c'est de leur demander dorénavant systématiquement de réaliser du coup le transport lorsque c'est possible, c'est pas toujours possible, mais lorsque c'est possible, de le faire plutôt en véhicule, en camion électrique, en véhicule roulant à l'éthanol, au biogaz, enfin des procédés environnementalement plus intéressants que les procédés thermiques qu'on connaît actuellement tels que le diesel et l'essence. Mais nous, on n'a pas de flotte en propre, on passe par des transporteurs avec qui on travaille régulièrement, et donc maintenant on leur demande systématiquement s'ils peuvent intégrer ça dans les prestations qu'ils réalisent pour nous, de transport, lorsque c'est possible. Dernière question avant de finir là. Sur la méthanisation, en fait, votre procédé, en fait, c'est juste que l'incinération ou bien il y a autre type de procédé de valorisation en fait, que vous faites? Vos domaines de compétences dans la méta, voilà, qu'en est-il en fait? À quel niveau, voilà, jusqu'où peut-être j'ai pas fait attention quand on parlait de ce niveau. Il n'y a que l'incinération, la méta, la cogénée. Ok, ok. Sur les exutoires possibles, donc on a parlé de la méthanisation.
de l'incinération en unité de valorisation énergétique et l'incinération sans cette récupération d'énergie. Donc nous, on privilégie les UVE pour optimiser la génération d'énergie derrière. On avait le tableau également de Louis qui présentait les possibilités de chaque partie. Donc là, on se rend compte que l'incinération prise en compte, Louis va me confirmer, c'est en UVE. Donc là, on se rend compte que l'incinération a un potentiel très intéressant par rapport à la méthanisation. Donc nous, on privilégie sur cette valorisation énergétique ces deux types-là, méthanisation et incinération. Sachant qu'au niveau émissions de CO2, nous, quand on met en place de l'incinération, on a un transport, on a davantage de kilomètres en fait pour amener à l'incinération. Parce que le maillage il est beaucoup plus important sur la méthanisation que sur l'incinération en UVE. Donc on se rend compte qu'en méthanisation en plus, on réduit les trajets. Donc ça c'est un autre intérêt de la méthanisation par rapport à l'incinération qui n'est pas pris en compte ici. Donc voilà, un élément en plus sur incinération versus méthanisation. Il y a cet élément-là aussi de possibilité locale pour mettre en place les destructions. Et ouais, on a notre stand donc c'est B14. Donc on peut continuer de discuter de ça aussi sur le stand. Merci à tout le monde.